Imagine un peu la scène. Une famille dont la survie économique est complètement menacée par les arbres immenses de leurs voisins. Les branches font trop d'ombre, les récoltes meurent, les taux financiers se resserrent vraiment. Ouais, la situation classique de voisinage qui tourne mal. Exactement. Et là, la solution logique, ce serait de prendre une hache, en pleine nuit, et de couper le problème à la racine, tu vois. C'est ce que n'importe qui ferait aujourd'hui. Au lieu de ça, cette famille décide d'embaucher un magicien pour asperger les troncs avec, je cite, l'essence de Satan. Et après, ils élaborent un plan mystique hyper complexe avec du mercure. Bref, bienvenue au 19e siècle, dans la région du Mont-Liban. C'est fou parce que cette scène, on dirait vraiment du réalisme magique, mais c'est pas du tout tiré d'un roman de fiction. Non, c'est 100% réel. Voilà, c'est tiré de l'autobiographie publiée en 1914, Un lointain voyage, ou A Far Journey en anglais, écrite par Abraham Mitri Ribani. Et ce texte exceptionnel, c'est la fondation de notre analyse d'aujourd'hui. Je suis vraiment impatient de plonger là-dedans. Je suis ravie qu'on en parle parce que l'objectif de notre exploration, c'est de comprendre très précisément comment un esprit humain arrive à s'extraire d'une société complètement rythmée par la superstition, la magie, la loyauté tribale absolue, pour finir par plonger de plein pied dans la modernité occidentale. C'est une vraie capsule temporelle, quoi. On lit pas juste l'histoire d'une émigration basique d'un continent à un autre, on assiste littéralement à l'évolution de la psychologie humaine presque au ralenti. L'idée, c'est de décortiquer l'anatomie d'une émancipation intellectuelle face au poids écrasant de la tradition. Exactement. Le parcours de Riabani, il nous montre vraiment les mécanismes d'adaptation de l'esprit. Comment les barrières culturelles anciennes finissent par céder sous la pression de l'éducation formelle et comment la définition même de la réalité vacille quand on introduit des nouvelles technologies dans un écosystème fermé. Ouais, pour mesurer ce choc sismique, il faut d'abord qu'on s'immerge complètement dans son univers de départ. La maison familiale dans la ville d'El Chouir. On parle d'une architecture conçue uniquement pour la survie la plus stricte. C'est du brut. Très brut. C'est une maison en pierre avec un toit plat en terre. Et ce toit, c'est le centre de toutes les angoisses de la famille. Surtout en hiver, ouais. C'est ça. La plus grande menace, c'était ce qu'ils appelaient l'égouttement. Pour éviter que la pluie ne dissolve complètement le plafond en terre, la famille devait passer un temps fou à faire rouler un énorme cylindre de pierre sur le toit. Attends, il faisait rouler une pierre sur le toit en pleine tempête. Ouais, pour colmater les brèches. C'était vital. Et à l'intérieur, c'est le vide absolu niveau mobilier. Il n'y a pas de chaise, tu t'assois sur le sol en terre battue, et la nuit, tu déroules juste des matelas par terre. Et la lumière, enfin plutôt l'absence de lumière, l'obscurité jouait un rôle énorme dans leur perception du monde. Il y avait un seul grand pilier central dans la maison qui projetait des ombres immenses sur les murs. De quoi nourrir un imaginaire plein d'esprit pour un enfant, quoi. Totalement. Leur seule source de lumière, c'était une petite lampe à huile d'olive hyper faible. Alors l'arrivée de la toute première lampe à pétrole dans ce foyer, ça a été vu comme un saut technologique incroyable. Un peu comme le premier écran plat dans un salon moderne. Exactement. Mais ça a aussi révélé à quel point cette obscurité était dangereuse. Ah oui, l'anecdote de la lampe. Ça illustre tellement bien la brutalité physique à laquelle les enfants étaient exposés. La sœur d'Abraham renverse par accident quelques gouttes de pétrole par terre. Et pour distraire le petit, elle lui dit de jouer avec des bouts de tissu enflammés. Voilà, et là, il en fait tomber un. Il plonge la main dans la pénombre pour le rattraper à l'aveugle, mais au lieu d'un chiffon doux, il attrape quoi? Un scorpion, à main nue, dans le noir. C'est glaçant. La douleur foudroyante qui irradie jusqu'à son cœur, une nuit entière de hurlements, c'est atroce. Et ça montre vraiment cette vulnérabilité constante face à la nature sauvage. Ce qui nous ramène directement à notre histoire de guerre contre les chênes dont tu parlais au début. Oui, les fameux chênes colossaux. Derrière la maison des Ribani, il y avait ces chênes qui appartenaient à une autre famille et qui faisaient de l'ombre à leurs mûriers. Et les feuilles de mûrier, c'était vital pour nourrir leur ver à soie. Et la soie, c'était la base de leur survie financière. Donc c'était pas juste un souci de voisinage, c'était une menace existentielle. Faut s'en débarrasser. Sauf que la méthode pour le faire ressemble à une compilation de remèdes miracles du Moyen-Âge. D'abord, ils tentent le coup de l'intervention divine. Ils promettent de l'huile d'olive pure et de l'argent à Saint Jean pour qu'il tue les arbres. Évidemment, le saint n'a rien fait. Exactement. Du coup, on leur conseille d'engager un mec réputé pour avoir le mauvais œil. Genre, il va regarder les chênes et paf, ils vont mourir. Toujours rien, et là on arrive au magicien. Ouais, le magicien avec son eau ensorcelée et son essence de Satan. Et pour finir, le plan ultime. Percer les troncs en cachette pour y verser du mercure vivant, en pensant que le métal allait ronger les racines. Mais attends, il y a un truc qui m'échappe totalement dans cette histoire.
Le père de famille, c'était un maçon, un entrepreneur. C'était un homme fort, habitué à manier des gros outils. Pourquoi s'embêter avec de l'ingénierie mystique et du mercure, alors qu'il suffisait de prendre une hache, de traverser la cour à 2 heures du matin et de couper ses arbres? C'est là que la psychologie de l'époque est fascinante. L'explication, elle est dans leur moralité religieuse. Pour ce père, couper l'arbre de ses propres mains avec une hache, c'était l'équivalent moral d'un meurtre avec préméditation. Ah ouais, carrément. Eh oui, leur système de valeurs mettait une barrière stricte entre l'action directe et indirecte. Demander à un saint ou utiliser la chimie magique du mercure, ça permettait de déléguer la destruction à une force invisible. Comme ça, le père gardait son intégrité morale. C'est pas lui qui porte le coup fatal, il crée juste les conditions de la mort de l'arbre. Donc il déplace la culpabilité en dehors de sa propre conscience. C'est une vraie gymnastique mentale. Et en fait, cette façon de dissoudre la responsabilité individuelle, on la retrouve partout dans leur société. Absolument. Dès que tu sors de la maison, l'individu n'existe plus. T'es juste une extension d'un organisme géant, le clan. Le clan Ribani, qui avait d'ailleurs une vendetta sanglante avec un autre clan, les Gerdak. L'auteur raconte que la nuit de sa naissance, sa famille était heureuse bien sûr, mais leur joie était décuplée par un autre événement simultané. La mort d'un combattant ennemi du clan Gerdak. C'est ça. Le calcul est effrayant quand on y pense. La valeur de la vie d'un bébé est boostée parce qu'on a soustrait une vie dans le camp d'en face. C'est un jeu à somme nulle, une comptabilité macabre. Et la tension sociale était toujours au point d'ébullition. Ça a explosé pour des trucs qui nous sembleraient ridicules aujourd'hui. Genre l'ordre de passage à la fontaine publique pour prendre de l'eau. Ou l'honneur de porter le cercueil à un enterrement. En quelques minutes, ça partait en bataille rangée dans les rues avec des centaines d'hommes armés de gourdins. Et le plus dingue dans ces émeutes, c'est que le but n'était pas de tuer l'adversaire. Les blessures graves étaient super rares. On dirait des écoliers géants dans une cour de récréation qui a dégénéré. Ouais, l'objectif c'était la domination sociale. Il voulait humilier l'autre, marcher sur son cou, comme il disait souvent en référence à la Bible. Mais comment une société peut survivre sans s'autodétruire si elle est tout le temps au bord de la guerre civile pour des détails pareils? C'est lié à la nature du pouvoir dans l'Empire ottoman du 19e siècle. Dans ces villages de montagne, l'État n'existe pas. Il n'y a pas d'institution civique, pas de police, pas de patriotisme national. Donc le clan devient le seul fournisseur de services. Il donne une identité, de la sécurité, un filet économique. Donc le conflit, c'est ça qui fait tenir la société ensemble? Complètement. C'est le ciment. Les bagarres de rue servent de rituel pour tester la force du groupe et dissuader les autres. D'ailleurs, on voit des dynamiques similaires aujourd'hui. Pense aux luttes de pouvoir dans les grandes entreprises ou aux guerres idéologiques sur Internet. Ah ouais, c'est pas faux. Le but, c'est pas d'anéantir l'autre, mais de dominer l'espace social pour prouver ton allégeance à ta tribu. Exactement. Et tout comme ces factions modernes signaient parfois des alliances, ces clans utilisaient l'outil diplomatique ultime pour éviter de s'entretuer, le mariage. Et là, on n'est pas dans le romantisme individuel, on est sur du traité de paix géopolitique majeur. Et les codes étaient d'une lourdeur impressionnante. La mariée devait prouver sa dignité en marchant avec une lenteur extrême en sortant de chez ses parents. Traverser une simple pièce pouvait lui prendre 30 minutes. 30 minutes. Et c'était accompagné par l'étiquette hyper stricte des paupières tombantes. Elle ne devait pas ouvrir grand les yeux, ni les fermer complètement, mais garder juste une fente de vision. C'était de la timidité calculée au millimètre. Et le contraste avec les hommes est fou. Cette paralysie féminine au milieu d'un ouragan de testostérone. Les deux familles rivales en profitaient pour faire une démonstration de force sonore. Les mecs hurlaient des bénédictions, tiraient en l'air avec leurs fusils. C'était une artillerie de joie pour sceller brutalement l'alliance, ouais. Donc c'est au beau milieu de cet écosystème fermé, plein de superstitions et de violences de clans, qu'arrive une anomalie totale. L'éducation formelle. Abraham commence à l'école de son oncle, le prêtre Michael. L'image est incroyable. Le prêtre fait réciter l'alphabet arabe aux gamins, tout en actionnant comme un fou un énorme métier à tisser en pleine classe. Forcément, pour le cerveau du petit, la danse de la navette en bois dans les fils, c'était 1000 fois plus captivant que l'alphabet. L'éducation est encore super liée au labeur matériel. Ouais, le vrai choc cognitif, la vraie rupture, c'est quand il intègre l'école de la mission anglaise. Là, c'est plus juste apprendre une langue. L'école occidentale apporte une culture matérielle qui défie toutes les lois de l'univers de ce gamin. Le choc sensoriel. Un poêle en fonte rayonnant de chaleur, un tiroir magique plein de crayons d'usine lisses, et le clou du spectacle, l'horloge mécanique. Une machine qui sonne les heures, qui parle littéralement. Pour un enfant calé sur la course du soleil et les saisons, se retrouver face à une horloge qui découpe le temps en fractions, c'est bouleversant. Et fini instantanément.
La ponctualité mécanique vient de pirater son cerveau. C'est une belle image. Et cette modernité, malheureusement, elle s'accompagne d'une discipline corporelle implacable. Le maître de l'école anglaise était très autoritaire. Abraham, qui n'avait que 6 ans, subit une punition folle pour une petite bêtise. Ouais, il est enfermé, seul, à la tombée de la nuit, dans le grand bâtiment vide de l'école. L'angoisse du noir, le tic-tac lugubre de l'horloge, et là, l'énorme araignée poilue qui rampe vers lui. L'horreur. Il est tellement pétrifié de terreur qu'il en tombe physiquement malade. C'est sa mère qui doit forcer la porte pour le sauver. Et la réaction du clan face à cet abus moderne est tellement révélatrice. Les oncles paternels débarquent. Ils cherchent pas à discuter de pédagogie. Ils appliquent la loi tribale. Ils disent froidement au maître d'école: si l'enfant meurt de fièvre, tu meurs avec lui. Face à une menace de mort aussi assumée, le vernis occidental s'effondre vite. Le maître se met à couvrir l'enfant de cadeaux tous les jours. Le paradoxe est dingue. C'est la brutalité du clan qui est mobilisée pour protéger l'accès de l'enfant à la rationalité moderne. C'est clair. Mais cette éducation va être coupée net par les galères financières. La famille doit déménager à Bétaterre. Et le voyage dans les montagnes est un condensé de leur superstition. Le gamin attaché sur le dos d'un âne avec des grosses cordes pour pas tomber dans les ravins. Et puis, le ciel s'en mêle. Un corbeau solitaire les survole. Alarme générale. Le corbeau unique, c'est le présage de la catastrophe. Du coup, tout le monde se met à cracher frénétiquement par terre pour désamorcer le sort. L'angoisse redescend seulement quand un deuxième corbeau apparaît. Parce que, selon leur curieuse arithmétique magique, 2 corbeaux, ça annule la malédiction mathématiquement. La magie du calcul. Mais bon, une fois à Bétaterre, aucune magie ne l'empêche de redescendre l'échelle sociale. À 9 ans, l'école, c'est fini. Place au labeur manuel impitoyable. Il se retrouve dans une filature de soie tenue par un Français cynique, Fertoni. Il était intouchable par les lois ottomanes. Et le contremaître, Daoud, était sadique. Les journées du petit, c'était se brûler les mains dans des cuves d'eau bouillante de l'aube au crépuscule pour ramasser des cocons. Tout ça pour 2 sous par jour. Et après ça, il devient apprenti tailleur de pierre avec son père. La chaleur des cuves est remplacée par le poids de la roche et la poussière dans les poumons. Il n'y a aucune échappatoire sociale. Si ton père est tailleur de pierre, tu uses ton corps jusqu'à mourir tailleur de pierre. Et la nature en rajoute une couche. L'épisode du fléau des criquets. Des nuages d'insectes tellement denses qu'ils cachent le soleil. En quelques heures, tout est dévoré. Et la réaction des gens montre bien leur impuissance. Les aristocrates comme les paysans misérables sortent dans les rues en tapant sur des casseroles en cuivre, en priant pour qu'un vent fort vienne balayer les criquets. L'humain face au cataclysme, c'est dérisoire. Et c'est au milieu de ce désespoir, vers ses 14 ans, que la vraie fracture psychologique se fait. Il devient ami avec Iskander, l'écolier. L'éveil poétique d'un ado couvert de poussière, ça sonne un peu romancé. C'était vraiment une soif de noblesse intellectuelle ou c'était juste un gamin désespéré qui cherchait n'importe quel prétexte pour s'asseoir à l'ombre au lieu de casser des cailloux sous le cagnard? Je suis convaincue que c'est un mix des deux. Et ses mémoires le montrent bien. La souffrance physique, c'était le démarreur. Le labeur a créé la colère, le refus de sa condition. Il dit même qu'il frôlait la délinquance tellement il était plein de ressentiment. Donc, rejeter la pierre créait un vide? Exactement. Et l'intervention d'Iskander, elle a fourni le vocabulaire pour combler ce vide. La beauté de l'arabe classique a recablé son cerveau. Iskander n'a pas juste offert une pause, il a donné les mots pour imaginer une alternative. Les mots sont devenus ses nouveaux outils. Des outils pour s'échapper? Et avec ça, il harcèle son père jusqu'à pouvoir s'inscrire à l'internat américain de Souk-Algarb. Là, son statut change direct. Il passe d'apprenti maçon à l'érudit du village, celui qui sait écrire. L'anecdote de la lettre pour la femme de Youssouf, un villageois parti au loin, est géniale. Faut bien comprendre qu'être écrivain public à l'époque, c'est pas faire de la dictée scolaire, il devient diplomate. C'est un traducteur de l'âme, en fait. Il est encerclé par la femme de Youssouf et toutes les voisines qui hurlent leurs angoisses, leurs dettes, les potins. Et lui, il doit condenser ce chaos dans une lettre à l'étiquette orientale parfaite. Ouais. Par exemple, la pudeur empêche d'écrire à mon cher mari. Il doit écrire une formule du genre au fils de notre beau-père. Transformer le désespoir en document majestueux, c'est un talent fou. Mais cette aisance, elle se fracasse vite face à la rhétorique occidentale. Son premier sermon devant l'école américain. Aïe, la panique totale. Il est sur l'estrade, terrorisé. Son cerveau vrille tellement que les têtes des autres élèves lui paraissent gigantesques. Il lit son discours à la vitesse de la lumière, sans respirer, retourne s'asseoir en sueur, pour réaliser qu'il a parlé pendant exactement 2 minutes chrono.
On ressent tellement son stress à travers le texte. Mais bon, malgré ça, l'institution américaine injecte des idées qui vont causer la rupture définitive avec sa famille. L'approche protestante, avec la raison et la lecture personnelle, ça entre en collision frontale avec les dogmes de l'Église grecque orthodoxe locale. L'explosion se fait sur la question du jeûne. Pendant une période de privation, le prêtre du village surprend le jeune Abraham en train de manger de la viande ouvertement. Le prêtre, incapable de débattre, s'énerve et paf, donne un coup de pied dans la table pour tout renverser. Et là, au lieu de se soumettre, l'adolescent attrape un gros bâton et menace le prêtre physiquement. Le point de non-retour est atteint. Sa mère est horrifiée, elle essaie de lui dire que même si le prêtre est ignare, ça reste le canal mystique de la religion. Sauf que la rationalité a déjà fait son œuvre. Il n'a plus aucun respect pour le mysticisme aveugle. Il regarde sa mère et lâche cette phrase incroyable « Je suis protestant sur les toits ». C'est fort. Ça veut dire qu'il revendique sa rébellion à la vue de tout le village. Le pont avec la tradition millénaire de ses ancêtres part littéralement en fumée, et pour avancer après ça, l'esprit a souvent besoin d'un horizon mythologique, d'une lumière au bout du tunnel. Pour lui, ce nouveau mythe, c'est l'Amérique. Et la vision de l'Amérique depuis les collines de la Syrie ottomane, c'est fascinant d'hallucination collective. Complètement. Il croyait que les États-Unis étaient une nation ermite, hyper pacifiste. Sans armée, sans marine, secrètement couvée par les navires britanniques. Il fantasmait un pays de puritains pieux, incapables de mentir. Et cette utopie était confortée par les émigrants qui revenaient au village en paradant avec des richesses accumulées super facilement, soi-disant. C'était une énorme distorsion de la réalité. Mais c'était la force gravitationnelle dont il avait besoin pour s'arracher de là. Au final, cette autobiographie, elle réussit le tour de force de condenser des millénaires d'évolution humaine dans la chronologie d'une seule enfance. Exactement. Du toit en terre battue aux horloges mécaniques, de la magie noire aspergée sur les arbres à la raison critique. Le savoir intellectuel n'est pas qu'un loisir, c'est le seul outil capable de briser le déterminisme social. C'est pour ça que ce texte reste tellement percutant aujourd'hui. L'envie viscérale de s'extirper des attentes de sa famille, de remettre en question ce qu'on te présente comme la vérité absolue. C'est universel, tu vois. C'est clair. Que tu quittes un milieu étouffant pour une grande ville ou que tu changes radicalement de carrière par rapport à tes parents, c'est la même mécanique. Il faut trouver de nouveaux concepts, de nouveaux mots pour affronter les figures d'autorité. Et il faut souvent de nouveaux points d'ancrage, même s'ils sont complètement illusoires au début. Son utopie de la pureté américaine, c'était le moteur de son évasion. Oui, le mythe est parfois nécessaire pour passer à l'action. Et ça nous amène à une réflexion hyper intéressante pour clore cette analyse. Il s'est arraché à son clan. Il a traversé les océans pour poursuivre un mirage, une Amérique qui n'existait que dans les rumeurs de son village. Alors, si on regarde nos grands choix de vie aujourd'hui, les migrations, les reconversions, dans quelle mesure nos actions sont-elles toujours propulsées par ces mythes irréalistes qu'on se raconte ? C'est une excellente question. On a besoin de cet aveuglement utopique pour trouver l'énergie de rompre avec notre passé. Voilà. Et la vraie question, c'est que se passe-t-il dans la tête de la personne au moment exact où ce mirage s'évapore ? Quand on atterrit, que la réalité s'avère chaotique, imparfaite et qu'il faut tout reconstruire de zéro. Est-ce que la véritable émancipation intellectuelle s'arrête au moment du départ ou est-ce qu'elle commence réellement le jour où le mythe s'effondre ? C'est de quoi méditer.